Donc effectivement, tu es un enfant de la télé. Oui, j'insiste sur cette expression parce que c'est vrai que souvent, si je vous dis oui, je suis dans le domaine audiovisuel parce que je suis un fou de ciné, bon, d'accord, ok, la chose est entendue. C'est limite un peu tarte à la crème de dire voilà, je suis dans ce métier parce que j'aime les films. Pour moi, c'est un sens un petit peu plus large. Je suis vraiment un enfant de la télé parce que moi, j'ai connu vraiment la grande époque de la fin des 70s et des années 80, où vraiment la télé était très qualitative. C'était une télé intelligente qui s'adressait à un public intelligent, du moins considéré comme tel, voilà, par les gens qui faisaient les programmes. Et effectivement, pour moi, c'était très marquant et pas uniquement les programmes pour la jeunesse, même si c'est une époque qui a vu l'arrivée des premiers dessins animés japonais avec tout ce que ça implique. Il y avait aussi donc évidemment les films de cinéma qui passaient en soirée. Il y avait bien sûr les séries télévisées, mais aussi les documentaires. Bien, il y avait le commandant Cousteau, il y avait Haroun Tazieff et les volcans, puis même les émissions un peu de débat, les émissions plus culturelles. Voilà, ça avait une certaine gueule. Il faut le dire, et ça a été très formateur pour toute une génération dont je suis. Et effectivement, après, je suis resté un peu là-dedans. C'est vrai que j'adorais la fiction, les images. C'était quelque chose qui était très formateur en fait. Je pense qu'il y a toute une génération qui a été bercée là-dessus et qui s'est cultivée avec ça finalement. On est de la même génération. Oui, on a à peu près le même âge, on peut le dire. Ouais, quelques mois après, effectivement. Ouais, effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que moi je me souviens de la dernière séance avec Eddie Mitchell. Très bon exemple. C'était extrêmement qualitatif. Il y avait 2 films le soir-là. C'était franchement, c'était le double feature déjà en quelque sorte, effectivement, avec les dessins animés qui étaient les actualités d'époque qui étaient insérées. Et effectivement, c'est très symptomatique cette émission parce qu'effectivement, ça introduit un public même relativement jeune, à un cinéma un peu plus ancien, et il y a beaucoup de gens qui ont fait leur premier pas de cinéphile avec cette émission. Et puis parallèlement à ça, il y avait aussi le cinéma de minuit de Patrick Brion, émission qui a cessé d'ailleurs finalement depuis peu. Effectivement, là aussi, ce sont 2 émissions qui avaient un intérêt culturel, voilà, pour le téléspectateur français. Oui, effectivement. C'est clair. Alors après, bien évidemment, enfant de la télé dit forcément aussi, parce qu'on est de la même génération, je le répète, mais clairement, il y avait des dessins animés aussi, notamment avec Goldorak. Génération Goldorak, voilà. Et on en parlait hier justement à table, mais tu disais que Goldorak, il y avait le générique qui était... C'est une sorte de monument esthétique, voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut du scénario, etc. Bien sûr, mais, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Goldorak a une certaine esthétique très particulière. Voilà, ça a quand même des qualités... on va pas passer en revue tous les animés, ça mériterait d'ailleurs. Mais en fait voilà, donc en fait pour moi c'est vraiment l'audiovisuel et la télé au sens large, ce qui n'exclut pas le fait que parallèlement à ça, dans les salles obscures, il y avait quand même aussi des films de haute qualité qui étaient très marquants parce qu'effectivement dans le cinéma de la seconde moitié des 70s jusqu'à la première moitié des années 80, ça a été aussi un grand tournant. Ça a été le retour du merveilleux et de la musique symphonique. Merci, monsieur John Williams. Ça a été aussi le retour un peu du cinéma d'anticipation un peu positif. Et puis, bien sûr, là aussi, il y a eu un déploiement de moyens techniques. Ça aussi, c'est George Lucas avec Star Wars qui dans son cinéage, a entraîné toutes sortes de cinéastes, où là, vraiment, les moyens... parce que voilà, en fait, la notion de blockbusters... date de Jaws, Les Dents de la Mer, 75. Et ce film est un vrai tournant. Ce qui était première moitié des 70s, c'était un cinéma qui était très pessimiste, très dur, très noir. Ça a son charme, hein. Perso, j'adore aussi. Hein. Mais à partir de Les Dents de la Mer, Jaws, en fait, c'est le retour du héros, c'est le retour un peu du merveilleux, c'est le retour aussi de la musique symphonique. Voilà, dans la BOF. Voilà, et donc c'est tout un tournant qui s'est aussi accompli à ce moment-là. Voilà, donc, en plus, nous, on a eu la bonne télé, et quand on allait en salle, on avait aussi les bons films quand on est enfant. Voilà, quand on a été enfant à cette époque-là, c'était quelque chose c'est incomparable. Oui, je pense, véritablement, c'est sûr. Et donc après, en fait, il y a eu l'évolution, parce qu'effectivement, au début, il y avait la télé, on en avait parlé aussi, mais clairement, à l'époque, c'était très compliqué, d'ailleurs, parce que le streaming n'existait pas du tout. Ça, je le rappelle à la jeune génération, tout ça n'existait absolument pas, ne serait-ce que de pouvoir revoir quelque chose. Par exemple, quand un film passait le mardi soir, on ne pouvait pas le revoir, donc il fallait absolument être présent. On n'avait pas la policy d'enregistrer les programmes. On ne pouvait pas les enregistrer.
bah voilà, si on avait le malheur de pas être présent, bah c'était fichu. Comme pour une série télé, voilà, si le samedi soir on voulait sortir, bon, on ratait Dallas et puis bah voilà, c'était mort quoi. C'était mort. L'épisode suivant le samedi prochain. Donc en fait c'était terrible et effectivement le magnétoscope était un produit de luxe. Bon alors pardonnez-moi, je vais compter un peu en francs, mais on va dire c'était aux alentours de 8000 francs quand même un magnétoscope, un VHS, et donc c'était quelque chose qui n'était pas si accessible que ça. Et en fait, bon, après, on peut penser ce qu'on veut de la VHS et de ses concurrents, parce qu'il y a eu déjà à l'époque une petite guerre des formats, entre trois d'ailleurs, qui s'est produite. Alors, on pense ce qu'on veut de la qualité d'image, mais le simple fait de pouvoir enregistrer les programmes en son absence, et après même de revoir un film comme ça à satiété, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, maintenant ça peut faire sourire avec les plateformes où on voit les films à l'heure qu'on veut, comme on veut, dans la langue qu'on veut. On fait un clic, mais c'était pas du tout évident à cette époque. Et je pense que l'intérêt aussi de cet entretien, c'est de montrer à quel point nous revenons de très loin, en fait, pour en arriver à ce qu'on vit actuellement. Ouais, c'est sûr, parce que la VO, c'est vrai que moi j'ai jamais, moi je suis pas anglophone, clairement, plutôt germanophone, mais clairement aujourd'hui, moi je regardais des films en français. Mais effectivement, pour les puristes, et il y en avait déjà à l'époque, hein, effectivement, un film doublé, le doublage à l'époque était quand même, je pense, plus catastrophique qu'aujourd'hui. On a eu des grands doubleurs en France. On a eu des grands doubleurs. Je vais pas citer de nom, mais on a eu de grands doubleurs quand même. Voilà, et comme il y a deux doublages, devrait-on dire. Sinon, il se fâche si on dit doubleur. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'en France, on compte parmi les meilleurs. En tous les cas, les films français doublés, c'est souvent quand même très bien doublé. Mais c'est vrai qu'il y a les puristes, ça existait déjà à l'époque. Et c'est vrai que la VO, c'était pas forcément alors là encore, c'est quelque chose qui peut paraître complètement évident de nos jours, mais effectivement, l'accès à la VO, alors bon, évidemment, il y a déjà la démarche intellectuelle qui consiste à souhaiter voir un film en version originale, hein, anglais ou autre, d'ailleurs, et puis surtout, il y avait l'accès aux films en VO. Alors bon, moi, étant parisien, pour voir les films en salle, bon, il y avait l'embarras du choix, on pouvait voir les séances en version française ou en VO, c'était pas un problème. Pour les provinciaux, c'était déjà un peu plus compliqué d'avoir des séances en VO en salle, ça c'est évident. Ensuite, il y a la télévision, évidemment, et puis les supports. Donc, on a cité deux émissions tout à l'heure qui diffusaient leurs films en VO, donc ça allait. Et puis ensuite, quand a apparu Canal+, chaîne évidemment payante, là, effectivement, les mêmes films étaient diffusés tantôt en VF et tantôt en VO. Mais c'était quelque chose de relativement inaccessible. Et donc moi, pour ma part, effectivement, j'adorais la télé, forcément, les aspects techniques n'ont pas tardé à m'intéresser également. Et donc j'ai commencé à avoir, on va dire, quelques petites exigences et même une petite frustration par rapport à l'équipement que j'avais. Bon, j'étais encore un enfant, donc j'avais pas trop vos chapitres là-dessus. Mais disons que effectivement, je suis devenu déjà très très à l'écoute en fait de ce qui se faisait en téléviseur. Donc en fait, déjà en connectique, hein, la fameuse prise Péritel, qui justement faisait défaut sur le téléviseur que j'avais, enfin que le foyer avait. Donc pas moyen de mettre une console de jeu ou un magnétoscope en vidéo direct, il fallait moduler en RF, etc. Bon, c'était pas. Donc moi c'était assez frustrant. Donc très très vite je me suis intéressé à tout ça. Et puis après l'adolescence, là on commence à regarder un peu les films en VO. Et donc en plus de tout ce que je viens de citer, on va commencer à importer des films. Et donc en fait on commence par les films un peu en VHS, et là typiquement c'est l'import des VHS qui viennent d'Angleterre. Voilà. Sauf qu'en fait, si on n'avait pas l'équipement qu'il fallait, on avait ce que les plus facétieux appelaient le supplice du PAL. Je y viens. C'est-à-dire, donc PAL, c'est le système anglais, hein, voilà, pour les plus jeunes. Hein, ou allemand plutôt, non Européen. Je dis anglais parce que c'est un sorte de lapsus, parce que typiquement. Oui, parce que le CECAM, c'était typiquement français. Alors, le CECAM, c'était le système français et en URSS, voilà, par exemple. Tandis que le reste donc CECAM voulant dire séquentiel couleur avec mémoire, et puis le PAL, phase alternative line, était le système pour le reste de l'Europe. Bon, je dis anglais parce qu'évidemment, typiquement, les gens, ils achetaient leurs cassettes en provenance de l'Angleterre, mais c'était vrai aussi pour les autres pays européens. Donc en fait, le problème, c'est que comme le PAL et le CECAM avaient en commun effectivement le même nombre d'images par seconde, la même résolution et la même façon de stocker le noir et blanc, et quand on insérait sa cassette en PAL dans un équipement qui était CECAM, l'encodage couleur, lui, n'était pas reconnu, ce qui fait qu'en fait, on avait un film en noir et blanc. Donc le fameux supplice du PAL, parce que c'était un tantinet agaçant. Et donc, pour voir le film en couleur, on devait s'équiper d'un magnétoscope qui était bistandard, qui faisait le PAL en plus du CECAM. Même chose pour le téléviseur. Il fallait avoir les deux équipements compatibles en PAL si on voulait voir le film en couleur.
Oui, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que on a connu effectivement, mais très vite après, c'est arrivé quand même. Les téléviseurs PAL et SECAM, ils avaient vraiment les deux standards. À la fin des années 80. Ouais, fin des années 80, exactement. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était c'était le supplice du PAL. Effectivement, je ne connaissais pas le terme, mais c'était effectivement. Facile, hein, mais bon, effectivement. Je me souviens de ça, effectivement.